C'est la première fois que je parle de ce que j'ai fait depuis que je me suis installé. Je me dis que peut-être voilà, il est temps de pouvoir peut-être partager ce que j'ai fait. Je ne me sentais pas toujours à l'aise et donc du coup voilà, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé chez moi, comment j'aborde les choses. Et le préalable, ça veut dire que je suis donc Tony Chocardel, j'ai 48 ans, je vais vous raconter ça avec ma vision de la vie, ma vision de l'agriculture et mon contexte. Chaque contexte est différent, on ne peut pas faire des extrapolations peut-être de ce que j'ai fait, on peut peut-être l'observer, le regarder, et puis après, voilà, on en discutera après et on va essayer d'avoir un large temps pour discuter. Je me suis installé du coup, alors je suis en Champagne, dans la Marne, du côté de Suip-Mourmelon, donc le 51, dans la Champagne pouilleuse, donc là où ne pousse rien, sans engrais et sans phyto. Et donc depuis 10 ans donc, je me suis installé, j'ai repris la ferme familiale, donc 94 hectares, je l'ai dit. J'ai démarré l'agriculture biologique en fait en m'installant. Le système que je connaissais ne me convenait pas voilà, autour. J'ai cherché, j'ai trouvé une ferme qui n'était pas très très loin de chez moi sur laquelle j'ai fait un stage. J'ai découvert l'agriculture biologique et là je me suis dit mais ça me parle, c'est ce que j'ai envie d'essayer. Donc du coup sur les 94 j'ai mis 20 hectares en conversion. C'était de la luzerne à l'époque. Et puis je vais refaire un petit retour tout de suite parce que voilà, faut que je me concentre sur le fait qu'avant voilà, de devenir agriculteur, j'ai fait 15 ans de commerce. Donc j'ai travaillé voilà, à l'extérieur, je travaillais dans la sono et l'éclairage, enfin bon voilà, donc un milieu. Donc j'ai appris un nouveau métier en arrivant sur la ferme. Je ne sais pas si ça a une influence sur le regard que j'ai aujourd'hui, mais en tout cas voilà, peut-être qu'effectivement d'avoir vécu autre chose et d'arriver, de revenir sur le monde agricole. Et c'est pas parce que je suis fils d'agriculteur que je savais ce que c'était l'agriculture. Hein. Ça, faut sortir ça de la tête tout de suite. Donc je démarre en bio, j'ai démarré sur de la luzerne. À l'époque, voilà, c'était on va dire le schéma un peu classique. Et puis c'est vrai que quand on arrive sur une ferme, je dis souvent, la première année, j'ai fait ce qu'on m'a dit. La deuxième année, j'ai fait comme j'ai cru. La troisième année, j'ai commencé à réfléchir. La quatrième année, j'ai essayé quelque chose. Je suis arrivé en cinquième, en sixième année. Et puis, et je me suis aperçu qu'il y a quelque chose qui s'est construit, en fait. Mais ça, je ne l'avais pas vu parce que je ne l'ai pas imaginé au départ. La seule chose que je voulais, c'était faire de l'agriculture bio à 100%. Donc ça fait 5 ans que la ferme est à 100% bio. Et puis, il y avait l'histoire donc, de la matière organique, de l'azote, etc. Moi, aujourd'hui, alors, depuis quelques semaines, c'est nouveau, je me décris polyculteur-éleveur, puisqu'en fait, on en parlera après, mais j'élève la vie du sol. Mais je n'ai pas d'élevage, j'ai qu'un poney, mais ça ne fait pas de moi un éleveur. Et sinon, jusqu'ici, c'était de dire, bon, voilà, où je trouve de la matière organique. J'avais essayé quelques bricoles, les échanges paille fumier, tout ça, mais ça ne me satisfaisait pas. Et donc, à un moment donné, en fait, à force de ne pas trouver, j'ai utilisé aussi des produits enfin bon, voilà, tout un tas de produits différents en me disant, bah, peut-être que ça allait répondre à ma question. Et puis, au final, j'ai vu déjà que ça coûtait de l'argent. Et puis, je me suis dit, bah, si je n'ai pas les choses sur place, parce que je pense que toute influence du sol, enfin, dès qu'on rentre dans le sol avec un tracteur, un outil, on perturbe le sol. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire pour de moins en moins perturber les équilibres. Donc j'ai arrêté tout. Donc j'ai arrêté, voilà. Donc aujourd'hui, je suis en bas, je dis en bas intrant pour ne pas dire sans intrant, mais bon, il n'y a plus rien eu sur la ferme depuis 5 ans et des parcelles beaucoup plus longtemps. J'ai plus de pulvérisateur, donc là la question est réglée, donc c'est-à-dire que je ne mets aucun produit. Alors, on a voulu me vendre des produits il n'y a pas longtemps en me disant oui machin il faut pulvériser, mais j'en ai plus. Donc voilà, la question est réglée et je n'ai pas forcément envie de revenir à ça. Du coup j'ai essayé d'adapter cette stratégie sur le fait que j'allais pas faire des apports. Je ne demande pas à mes sols aussi des rendements, voilà, mais mon objectif de rendement il est à 30 quintaux chez nous, alors que mes voisins conventionnels font 90, 95 et 100. Mais finalement, quand on réfléchit 2 minutes, je demande 3 fois moins au sol par an et j'apporte 5 à 100% de moins d'engrais que les autres. Donc je me dis peut-être que sur le long terme, il se passe quelque chose et on est sur quelque chose qui se pérennise. Dans les grosses années, je ne fais jamais des rendements records, mais je ne fais jamais de rendements, on va dire, voilà, qui ne me permettent pas de vivre. J'ai très peu de charges. Sur mes charges, en gros, à peu près entre 80 et 120 euros de l'hectare, qui comprennent finalement les semences principalement. Ça veut dire que finalement, à partir de 10-15 quintaux, je fais l'équilibre, j'assure mes prêts, etc. Et puis au final, j'arrive à sortir, on va dire, un bénéfice. Si on parle de charges, parce que je repense à quelque chose, je me dis, alors ça parle souvent, parce que je me suis aperçu, mon poste de phyto, engrais, semences dans la comptabilité,
2007-2008, donc 2007 c'était 4 700 euros, 2008 c'est 4 200 euros sur 94 hectares. Donc au fil du temps, voilà, alors c'est pareil, au début j'ai beaucoup travaillé, je faisais partie d'un GEDA, parce que bah, voilà, on m'a donné des aides, donc on m'a dit il faut aller au GEDA, donc je suis allé au GEDA. Et pour moi c'était un frein parce que j'arrivais en bio, dans un endroit où il n'y a pas d'agriculture biologique, donc on parlait de chimie, de phyto, etc. Et moi je n'y trouvais pas mon compte. Le technicien est venu un peu, voilà, quelques fois avec moi, mais ce que j'avais envie de faire, puisqu'en fait on parle de l'envie, et ça c'est très important, on y reviendra tout à l'heure, c'était suivre voilà, mon instinct, ma direction, là où ce qui me faisait, ce qui me poussait à aller dans cette direction-là. Et je ne trouvais pas de personnes qui étaient capables de m'accompagner dans cette voie-là, parce qu'en fait, dès que je leur parlais de ce que je voulais faire, on me dit non, ça c'est pas possible, on n'a jamais fait, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, ma devise, c'est quand on me dit que c'est pas possible, moi je me dis il y a un truc à faire. Voilà. Donc voilà, je suis arrivé sur la ferme, donc j'ai beaucoup travaillé les sols. On m'a dit il faut faire du déchômage, Tony, il faut faire un déstockage des adventices. Ça va être un problème sinon en bio. Il va falloir semer fort parce qu'il faut couvrir le sol pour que les adventices ne puissent pas pousser ou se développer, etc. Il faut apporter de l'azote, bien entendu, etc. Aujourd'hui, donc j'apporte plus d'azote. J'ai réduit le travail du sol en profondeur. J'ai réduit le travail du sol en nombre de passages. J'ai arrêté les déchômages d'été. Je sème aussi beaucoup moins fort et au final, je trouve en tout cas que j'ai trouvé un équilibre qui s'est fait au fil des années. Et là où souvent j'entends parler d'adventisme, moi je vais les appeler plantes bioindicatrices. C'est tout nouveau là, mais j'ai plus envie de les appeler adventistes parce que je ne sais pas comment classer ça. Ce n'est pas des mauvaises herbes pour moi, c'est des plantes bioindicatrices parce qu'effectivement elles nous indiquent quelque chose. Alors elles nous indiquent quelque chose quand elles sont en grand nombre sur une grande surface. Quand elles sont un petit peu partout, elles nous indiquent juste que la biodiversité est là, et puis moi, ça me va très très bien. À partir du moment où une plante n'est pas invasive, qu'elle ne m'empêche pas de faire du rendement, et c'est rare que ça arrive, à partir de ce moment-là, elle est bienvenue dans les champs, et puis voilà, ça fait de la couleur, ça fera de la graine, etc. Et pour moi, le stock de graines dans mon champ, c'est pas un problème, dans la mesure où je ne crée pas les conditions de pousse, en fait, de levée, tout simplement. Sachant qu'effectivement, on pourrait dire 80% des plantes ou 85% de lèvent quand on a la lumière, et j'y viendrai juste après. Donc j'ai réduit tout ça pour qu'au final, je trouve un équilibre, je ne sois pas forcément envahi par quelque chose en particulier, on va dire, je n'ai pas une plante où je me dis, cette plante-là, ça c'est vraiment un problème, comment je peux faire pour... voilà. La seule chose qui se passe, c'est que les années se ressemblent, voilà, se ressemblent pas. En 11 ans, je n'ai pas vécu une année pareille. Il y a de l'eau parfois, donc des fois il y a des plantes, ben voilà, il y a de l'eau, elles lèvent. Et ça, on ne l'a pas prévu parce que on a fait un petit travail de printemps, je pense notamment à la foie de l'avoine l'année dernière, j'avais 10 hectares, je suis arrivé au champ, foie de l'avoine, partout. Alors partout dans le champ. Là, je me suis dit, j'avais pris de la semence à un collègue, je me suis dit, Benoît, c'est pas possible, il avait de la semence dedans. Bon, non, sa semence était bien triée. Donc ça s'est levé. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, voilà, mes collègues ont dit, ouais, il y a ça, effectivement, c'est un problème. Moi, ce n'était pas un problème, ça a mûri, le triticale a levé, à la moisson, les graines étaient tombées par terre, on a récolté, j'ai livré ça directement avec 2% d'impureté. Bon, voilà. Le stock est au sol, je le sais, il faut juste que je ne crée pas les conditions pour que ça relève. Ça ne relèvera que quand il y aura des conditions qui se créeront toutes seules. Et aujourd'hui, j'ai ressemé des choses à l'intérieur, alors je les ai semées en direct, on y viendra aussi sur cette partie-là. Bon, là, je les ai retournés et je vous expliquerai pourquoi. Mais il n'y a pas de raison que ça revienne. Donc, il n'y a pas de choses d'année en année. Après, j'ai des chardons. Il y a plein de choses un peu partout. Mais sans pour moi que ça soit une problématique qui m'empêche de dire là, je ne peux pas pouvoir ci, je ne vais pas pouvoir faire ça. Et il y a une plante que j'avais beaucoup, et ça, c'est quand même un peu le symbole aujourd'hui, en conventionnel, et que j'avais du mal à gérer au tout début, c'était le vulpin. On en parle souvent. Alors, pour moi, le vulpin, en fait, c'est très simple. Pour arrêter que le vulpin pousse, il faut arrêter de le donner à manger, hein, tout simplement. Voilà. L'ammonitrate, c'est une plante nitrophile. Vous mettez de l'ammonitrate, vous faites pousser votre blé et le vulpin. Aujourd'hui, quand je vois que mes collègues ont des vulpins résistants, moi, j'ai plus de vulpins dans mes champs, à part voilà, quelques bandes. Là, j'ai un morceau, je ne sais pas pourquoi. Ça fait 20 ou 30 mètres carrés. Bon, voilà, il y a du vulpin dedans. Je ne peux pas expliquer pourquoi exactement ce qui s'est passé à cet endroit-là, mais dans le reste du temps, en fait, j'en ai plus, ou en tout cas plus dans les conditions qui viennent à pomper le rendement et que ça soit vraiment une problématique. Et donc je me dis, alors je ne sais pas exactement pourquoi, les pistes, je dis il faut arrêter l'ammonitrate parce que c'est une plante nitrophile, mais je pense que l'arrêt
des engrais a été évident. Je sème aussi plutôt tardivement, mais comme je suis en train de rapprocher mes têtes de semis, finalement, je m'aperçois que ça ne change rien. Donc du coup, ce n'est pas forcément cet effet-là. Et je fais beaucoup moins aussi de faux semis. On va dire, j'évite de travailler le sol. Et à chaque fois que je veux le travailler, je me dis, mais en fait, est-ce qu'il y a besoin d'y aller? Et souvent, bah non. donc du coup, je ne le fais pas. Et puis finalement, ça avance comme ça. Et cette stratégie-là, on va dire, a l'air, en tout cas pour moi, est payante de mon regard, de comment je vois la vie et l'agriculture. Ensuite, donc pour tout ce qui est travail du sol, donc arriver à cette stabilisation de travailler plutôt en surface et moins souvent. C'est vrai qu'au printemps, donc ça c'était les dernières conclusions du printemps, j'étais en train de travailler mes sols après l'hiver. Les engrais verts n'avaient pas super bien fonctionné l'année dernière, donc j'avais plutôt des prairies. En trois coups d'outils au printemps, on a remis ça d'équerre et puis j'ai semé à l'intérieur. Bon, il y a un peu de repousse, mais on va dire ça se gère. Mais là, je me suis dit, bon, ça fait 11 ans que j'ai démarré la bio, 5 ans que la ferme, et voilà, je me suis dit, bon, faut que j'arrête de travailler les sols, en fait, tout simplement. Donc, du coup, j'ai décidé de le faire, et maintenant. Je ne vais pas attendre que, je ne sais pas quoi d'ailleurs, parce que souvent on se dit, il faut attendre ça, il faut que les sols soient prêts, voilà. Moi, je pense que la seule chose qui doit être prêt, c'est le bonhomme. Parce que si on n'a pas bien préparé sa conversion à l'agriculture biologique, on va se poser des questions, on va se dire, oui, mais qu'est-ce qui va se passer si, voilà. Moi, j'évite de me poser ces questions-là. Mon cerveau fonctionne tout le temps pourtant, mais voilà, on a appris à cohabiter ensemble avec mes idées et ce que lui, avec l'éducation que j'ai pu avoir, avec ce que j'ai appris à l'école, parce que j'ai quand même aussi fait j'ai aussi fait des études agricoles. En fait, tout ce qu'on m'avait donné, bon voilà, je l'ai mis de côté. J'ai remis à zéro la matrice et on est reparti sur un nouveau système qui est plus en adéquation avec moi. Parce que ce que je pense aujourd'hui profondément, que ce qui est important, c'est ce qu'on a envie et le bonheur qu'on en tire. Et moi, je me dis, mes collègues autour de chez moi, je ne les vois pas heureux. Moi, ils me voient toujours avec la banane et tout, parce que en fait, tous les problèmes qui pourront arriver, pour moi, ce n'est pas des problèmes. Et tous les échecs que j'ai faits sur, on va dire, sur 10 ans, c'est tout ce que j'ai appris. Donc je dis souvent, j'ai appris beaucoup. Voilà. C'est plus simple. Et c'est vrai. Et c'est vrai parce que je travaille un peu avec du trèfle blanc, j'essaye des plantes de couverture sur plusieurs années. Et il y a une année, en fait, j'avais semé donc, du trèfle dans 2 cultures au printemps, de céréales. C'était une année où il y avait de l'eau, donc ça a poussé, c'était très très bien. Et je me suis dit, bon, à ce moment-là, je vais faire mes premiers essais de semis direct. Donc je vais implanter au printemps d'après, je vais faire un blé dans du trèfle. Le trèfle avait poussé, je l'avais broyé, il avait passé l'hiver, il était magnifique. Donc j'ai attendu, mais j'ai attendu trop longtemps. Et j'ai pas semé avec le bon semoir, j'ai semé avec un semoir à double disque et ça s'appelle Tume pour ceux qui connaissent. Donc c'est un semoir avec double disque et une rangée de roues derrière pour appuyer. Seulement dans un sol travaillé, ça marche très bien parce qu'il est capable de pénétrer le disque. Mais là, comme j'étais dans du trèfle, il a pénétré, il a ouvert le sillon, mais derrière, ça ne l'a pas refermé. Et je me suis dit, bon, il va pleuvoir, moi je suis toujours optimiste, donc du coup, je me dis, il va pleuvoir, ça va pousser, pas de problème. Ah, ça a poussé. Mais alors, comme j'étais juste au début du printemps où ça commence à repartir en végétation, le trèfle est reparti très fort. Mais il est parti très fort et beaucoup plus vite que le blé. Je l'ai fauché, donc j'ai une faucheuse avec un éleveur en commun. Et j'ai fauché 3 fois le trèfle pour laisser de la place au blé. Le blé, il est monté de ça. J'ai jamais eu un épi. Mon père m'a dit, retourne tout ça, machin. Je lui ai dit, écoute papa, moi j'ai besoin de voir. Il m'a dit, pourquoi t'as pas fait un essai? Je dis, si, j'ai fait un essai, mais bon, c'était sur 20 hectares. Bon, voilà, du coup, on a attendu, j'ai attendu et je me suis dit, on va voir ce qui se passe. Donc j'ai laissé pousser le trèfle et après je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc j'ai réfléchi, je dis, bon, j'ai un collègue qui connaît un éleveur qui avait besoin de fourrage, donc je lui ai vendu 50 tonnes de trèfle sur paille. En andin. Et puis j'ai un collègue, il m'a dit, mais à ce moment-là, on va faire de la graine. Donc on a attendu du coup pour faucher, on a récolté de la graine, j'ai 800 kilos, 800 kilos aujourd'hui. Enfin, j'avais une tonne de trèfle blanc, ça s'achète à peu près à 6 € le kilo en moyenne habituellement. Bon, voilà. Alors bon an, mal an, j'ai peut-être pas fait le résultat que j'aurais pu avoir, mais finalement, je me dis, j'ai appris beaucoup. J'ai appris déjà que le blé, il pousse dans l'univers racinaire du trèfle, ou le trèfle pousse dans l'univers racinaire. Et que du coup, c'est une association qui peut être très bien, mais très problématique, parce qu'effectivement, si on a les racines au même endroit, on a l'eau au même endroit,
même si le trèfle apporte quelque chose au blé, il peut aussi le concurrencer fortement dans certains cas, et donc ça je l'ai appris. Bon, je l'ai appris sur une grande surface, mais c'est pas grave. Et du coup, voilà, aujourd'hui j'ai revu la copie et je me suis dit que si je voulais semer dans ces conditions-là, il va falloir que je m'équipe d'un outil pour le faire vraiment bien, et dans d'autres conditions, c'est-à-dire qu'il va falloir que je rallonge, pour moi, avancer tout simplement mon semis d'un mois. Si j'avais semé un mois avant, le blé serait parti, le trèfle c'est reparti après. Et puis dans ces cas-là, bon, on va dire, potentiellement, ça aurait pu être très intéressant. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter le travail du sol. J'ai essayé 2 semoirs de semis direct la semaine dernière, et je vais certainement en acheter un la semaine prochaine. Et donc j'ai fait quelque chose alors que tout le monde m'a dit, voilà, ça ne va pas marcher non plus. Entre les deux, j'ai acheté un rouleau Faka, enfin type Faka, donc un rouleau de chez Ecodine, pour ceux qui connaissent, avec des lames. L'objectif, ce n'est pas de broyer ou de hacher la culture, c'est de la pincer, en fait, quand elle est développée, pour que le couvert, en fait, il puisse rester au sol, se décomposer, parce que je pense qu'aujourd'hui, la matière organique, si elle doit être quelque part, elle doit être au-dessus du sol. Et qu'on puisse semer à l'intérieur. Voilà. Et donc j'étais parti là-dessus. Donc là j'ai encore 20 hectares. Je ne sais pas pourquoi j'ai encore 20 hectares. Donc c'était une dernière année de luzerne. Je suis en 5e année. Alors je ne les garde pas toujours 5 ans d'habitude parce que généralement c'est 3 ans. Et puis après on fait autre chose. Mais la première année, j'avais fait une terre nue de printemps, donc il y a 5 ans. C'était la première fois que je faisais ça. C'était le printemps était sec. J'ai broyé 3 fois la luzerne parce que toutes les adventices poussent dans ces conditions-là, mais pas la luzerne. Et j'ai récolté 800 kg la première année. Donc voilà, j'ai discuté avec le champ, j'ai dit bon écoute, tu n'as rien fait la première année, il faut qu'on discute, on va peut-être prolonger d'une année du coup, et puis voilà. Donc je suis arrivé donc là au printemps, et mon objectif au printemps, parce que je l'avais essayé l'année dernière, c'était de dire on fait une première coupe de luzerne si tout va bien, et ensuite je sème le sarrasin en direct dans la luzerne. J'ai fait ça l'année dernière, ça s'est plutôt bien passé. Donc j'ai dit on va recommencer. Sauf que le technicien de la déshydrate, puisque ma luzerne pas dans déshydratation. On pourra parler de la luzerne aussi, parce que je trouve que la luzerne est bien. Je ne sais pas s'il faut monter des usines de déshydratation pour que les agriculteurs fassent de la luzerne, parce que moi, à l'inverse, je suis en train de me poser la question peut-être d'arrêter la luzerne en déshydratation pour l'utiliser dans ma vie du sol et pour faire autre chose que ce qu'on fait, parce que la luzerne, c'est une plante restructurante, elle est magique, c'est une plante vraiment magnifique, capricieuse, avec les aléas du sol. Mais lorsque l'on fait pousser une plante qui refait le sol et qu'on fait passer des outils qui détruisent le sol, à la fin, on arrive à 0, voire on arrive à moins. Donc il faut refaire le sol, remettre en état. Et ça, je n'ai plus trop envie de faire ça, de recommencer. Je trouve ça dommage en fait d'apporter ça au champ et d'en faire quelque chose qui est plutôt moyen à la fin. Mais ça, c'est ma réflexion aujourd'hui. Et donc pour en revenir aux essais que j'ai faits, donc le rouleau Faka que j'ai acheté, donc on m'a dit bah non Tony, tu vas jamais arriver à détruire une luzerne avec le rouleau comme ça, voilà, j'ai appelé plein de gens et ils m'ont dit c'est pas possible. Donc je me suis dit bon, avant de partir, le rouleau est arrivé 5 jours avant que je fasse mes essais, donc je suis allé en bordure de champ, j'ai fait les 9 mètres, j'ai fait 3 passés, j'ai roulé juste avec le rouleau comme ça. Et puis après j'ai regardé, j'ai dit ah oui, au fait le rouleau on peut le remplir d'eau, donc en fait il fait 1 tonne à la base, maintenant il fait 1 tonne 8 depuis quelques jours. Mais j'avais fait comme ça. Et je me suis dit, au bout de 5 jours, on va voir ce qui se passe. Donc je suis revenu au champ. Alors je ne vous montrerai pas de photos parce que voilà, je n'ai pas eu le temps d'organiser ça. C'est un peu dommage parce que ça aurait été intéressant de voir parce qu'on voit des choses intéressantes. Bon, la luzerne, finalement, je l'ai couchée au sol parce qu'elle avait commencé à repousser malgré tout. Et apparemment, elle est en train de se dessécher, donc tout va bien. Par contre, le reste de la luzerne, c'est des graminées qu'on poussait naturellement. Et là, par contre, je me suis dit, c'est plus compliqué parce que le graminé, on le couche potentiellement à un gazon, on roule dessus, il repart et puis voilà. Donc là, j'ai adopté une autre stratégie, j'ai semé en direct avec les 2 semoirs dans le couvert cette fois-ci, et je suis revenu donc avec mon rouleau Faka, et je suis allé rechercher 2 cross-kills à un de mes collègues. Donc je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est un cross-kill, donc des gros rouleaux en fonte qui sont assemblés sur une grande barre, et habituellement on s'en sert quand on laboure, c'est un outil de labour. On laboure, donc on retourne le sol, on vient hercer sur le sol pour mettre à plat, et on roule pour retasser le sol. Voilà. Et moi, c'est vrai que j'ai encore un cross-kill aujourd'hui, même si dans mes sols de craie, en fait, j'ai arrêté de cross-killer moi il y a 5 ans. Voilà. Ça fait partie des choses où je me suis dit, mais je mets un jumelage sur mon tracteur, je mets un cross-kill, je roule à 9 à l'heure, tout ça, je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Donc j'ai arrêté de le faire, et puis 5 ans après, je me suis aperçu que ça ne servait à rien, enfin en tout cas dans ma façon de faire les choses, parce que je me dis, si je ne démonte pas la structure du sol, ou si je ne le soulève pas, il n'y a aucune raison que j'ai besoin de le retasser. Bon voilà, c'est à peu près comme ça que j'en suis arrivé là. Donc j'ai ratelé 2 cross-kills et une petite cross-killette, donc c'est des plus petits rouleaux. Et là j'ai roulé, voilà, très lentement.
Et là, je suis allé voir ce matin pour voilà, donner des nouvelles avant de partir et j'aperçois que le couvert a l'air à plat. Il y en a qui ont un peu remonté. J'ai laissé des bandes où j'ai juste passé le semoir pour voir la différence. J'ai laissé des bandes où j'ai mis le rouleau ou pas pour voir la différence aussi. Tout est piqueté. Donc voilà, rendez-vous avec mes collègues au bout du champ la semaine prochaine et on va voir un petit peu ce qui se passe. Moi, je pars 4 jours. Un petit peu voilà, pour me poser en vacances. Donc voilà, pas de nouvelles, j'ai laissé les champs, on revint et puis en revenant, on va voir ce qui se passe et puis on adoptera une stratégie ou une autre. On m'a posé la question, mais Tony, si ça ne marche pas, tu as un plan B? Bah, j'ai dit non. J'ai dit non parce que moi je pars du principe que si on a un plan B, on va facilement l'adopter. Si on a un plan A, il faut s'y tenir. On n'a pas d'option. Et c'est l'option pour moi de l'agriculture biologique, c'est qu'à partir du moment où on a retiré la chimie de synthèse, il faut faire sans. Et donc, si on doit faire sans, eh ben, on va trouver des solutions. Je veux dire, il n'y a personne qui... Mais si on l'a encore, pour moi, eh ben, on ne s'autorise pas à faire certaines choses. Et je pense que ça peut être un point de blocage. Alors je dis ça, bien sûr, 11 ans après. Je ne disais pas ça au départ. Au départ, ben, voilà, je me disais, bon, comment ça va se gérer? J'ai écouté voilà, tout le monde. Mais j'ai suivi simplement ce que j'avais envie de faire. Et voilà. Et ça, c'est le plus important. Et quelqu'un qui n'est pas prêt à passer en bio, ben, même si on devait tous y passer, il ne faut pas le faire passer. Parce qu'il va s'inquiéter, il va être malheureux au bout du champ, il va mal vivre les choses. Et s'il vit mal les choses, pour moi, ça ne peut pas être des bonnes conditions pour qu'il puisse faire quelque chose. Si quelqu'un a besoin de labourer et que sinon il déprime, bah, il faut qu'il laboure. Non mais voilà, je veux dire, et avec les produits chimiques, finalement, c'est à peu près pareil. Donc mon idée aujourd'hui, qui n'est pas encore finie, mais c'est de faire, là sur 94 hectares, j'ai 40 hectares associés aujourd'hui. De l'avoine, pois, des févroles d'orge fourragère. Bon, j'ai de la luzerne avec, mais là, bon, c'était pour repartir en désy pour l'instant. Voilà, je les semais, mais on verra bien ce que j'en ferai. Et du coup, j'ai envie d'associer 2 cultures au champ, voire une troisième qui soit potentiellement triable, les 3, pour qu'après, la stratégie d'après, c'est de dire je rentre à la ferme, on trie tout ça, on sépare et on vend. Sachant qu'en bio aujourd'hui, tous les mélanges que je peux faire avec 2 plantes, la coopérative ou tous les opérateurs les achètent en mélange. Donc là, il n'y a plus ce problème de dire mais oui, mais si je fais ça, comment je fais pour trier? Non. Vous allez trouver des acheteurs, ils vous achètent le mélange, eux font le tri, ils vous rémunèrent sur le blé, le pois, etc. Donc ça, c'est c'est une opportunité qu'on peut avoir par rapport à mes collègues. Voilà, en conventionnel, on ne peut pas faire d'association, à part si on a un contrat ou quelque chose de très précis. J'ai vu qu'il y avait du lupin qui se faisait, des choses comme ça. C'est tout nouveau, mais du coup, en fait, on est bloqué d'une certaine façon. Et aujourd'hui, je me dis, avec le travail du sol, d'une certaine façon, je me bloque aussi parce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire si je travaille le sol. Et bien, si je ne le fais plus, je peux les faire. Donc ça veut dire, pour moi, du coup, je fais une agriculture minimaliste et opportuniste avec tous les échecs que j'ai faits, en fait, qu'on fait que j'ai pu avancer et me dire, tiens, ah oui, mais ça, je n'avais pas pensé. La première fois que j'ai semé de la luzerne, c'était derrière une partie de colza, parce que je n'avais pas prévu, je voulais faire 5 hectares au départ, j'en ai fait 23. Et du coup, j'avais prévu de l'orge, c'était un classique, on va dire, chez nous. Donc là, j'ai fait de la luzerne. Donc il y avait 15 hectares de colza, donc récoltés à la moisson, 2 coups d'outils superficiels, je sème la luzerne. Et puis bien sûr, derrière un colza, pour ceux qui sont agris, voilà, ça repousse partout, dans les fourrières, la machine elle a tourné, c'est infernal. Et puis là, je me suis dit, bon, tout le monde m'avait dit, il ne faut pas le faire, bon, je l'ai fait. Et j'ai arpenté mon champ en large et en travers parce que vraiment, je balisais un peu quand même. Et puis je me suis aperçu que finalement, sous le colza, la luzerne, elle s'implante très très bien. Alors, après, je vais mettre juste un point de vigilance. Je l'ai détruit au broyeur, le colza, juste avant l'hiver. Hiver un peu rude. Au printemps, la luzerne était magnifique. J'ai jamais eu de luzerne déclassée comme ça arrive, je sais pas, avec les désys, voilà, déclassement de 30, 40, 50%, voire des fois ils n'en veulent pas. Ça m'est jamais arrivé. Et à part là, mais bon, là, on est dans conditions exceptionnelles. Ça m'a permis de faire mes essais, donc en fait, je suis plutôt content qu'il ne me l'ait pas prise. Et donc, voilà où j'en suis. Et puis, la dernière chose qui va avec le semis direct, c'est de replanter des arbres dans les champs. Parce que moi, les seuls arbres que j'ai autour de moi, c'est le camp militaire de Montmelon, le camp militaire de Suippes et l'ancien centre d'essai atomique qui n'est pas très loin de chez moi. Bon, voilà, c'est pas florissant, mais les bois sont là. On ne peut pas trop y aller, mais quand même, ils sont là et ça nous apporte quelque chose. Moi, la surface, il y a 1200 hectares sur Vaud-Saint-Cour, tout a été remembré, il n'y a plus aucun bois. Il y a une haie que j'ai implantée avec un collègue il n'y a pas très longtemps. On a mis 3 ans pour monter le projet ensemble, un chasseur. On est arrivé à se mettre d'accord. Et puis comme la réglementation a changé, tout le monde a arrêté en disant on plante des haies, finalement, c'est pas pris dans les SIE, donc en fait, ça nous apporte rien, donc du coup, on ne fait plus rien.
Et moi, aujourd'hui, je veux replanter des arbres, 4 à 5 000 arbres là, sur ma surface. Donc refaire des lignes d'arbres dans les champs. Le projet n'est pas encore construit, mais j'ai une idée du général de ce que je veux obtenir. Et alors pour moi, du coup, là, je ne parle pas de dépréciation, d'arbres, de ce que je vais faire avec mes arbres, j'en sais rien en fait. Par contre, je sais que ce que je veux faire, c'est que sur une parcelle, je veux mettre des fruitiers. Parce que je me dis que ça, c'est une diversification, voire des petits fruits. Et j'ai un collègue qui m'a dit, mais pourquoi tu n'implantes pas donc, des arbres à auget, donc des grands arbres déjà, tu fais ta structure générale. Tu vas avoir tes bandes dans tes champs, et puis derrière, tu viendras remettre des arbres à l'intérieur. Et puis après, il m'a dit, bon, regarde les aides aussi, etc. Sauf que les aides, souvent, sont pas toujours adaptées à tous les projets. Et donc ça, c'est la problématique, c'est que moi, je ne veux pas faire un projet avec des aides, je veux faire mon projet. Je regarderai si je peux avoir un financement, parce qu'effectivement, ça permettra de faire les choses mieux. Mais par contre, je ne vais pas faire un projet aidé, en tout cas pas mettre certaines essences d'arbres parce qu'elles ne sont pas aidées ou pas. Les fruitiers, a priori, c'est pas facile, d'après ce que j'ai compris, donc je ne vais pas m'interdire d'en mettre sous prétexte que j'ai des aides de l'autre côté. Si je n'ai pas d'aide, je ferai comme je fais d'habitude, on va le faire... on va créer la structure générale dont toutes les bandes vont être créées normalement pour l'année prochaine et je compte semer des arbres. Je vais ou semer ou reprendre des arbres dans mon père a des bois, je suis allé voir ce qu'il y avait. Bon, c'est pas... Mais en tout cas, pour faire une première structure, ça pourrait être pas mal. Et puis j'ai discuté du coup avec certaines personnes parce que les arbres jusqu'ici, j'avais pas, je vais dire, cette connexion. Je la sentais pas. Avec les champs, il se passe quelque chose. Mais avec les arbres, j'avais pas ça. Et en fait, je viens de me rendre compte que je l'avais, mais je ne l'avais pas développé. Parce qu'en fait, je suis allé voir Maë, je me suis baladé à droite à gauche. Et puis, moi, je suis en individuel, donc en fait, ma société, c'est Tony Chocardel. Et je lui ai donné un nom commercial il y a quelques années parce que j'ai d'autres projets. Et je l'ai appelé la ferme des Praliers. Et la ferme des Praliers, tout ça parce que en fait, je suis sur un lieu-dit sur le village, la ferme. Il y a le lieu-dit, le village. Bon, je me suis dit, ça fait pas rêver, quoi. Bon. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est quoi ce lieu-dit-là, la ferme des Praliers? Ça s'appelle les Praliers. Et les Praliers, c'est en rapport aux arbres et avec les peupliers. Je ne le savais pas quand j'ai fait ça, en fait. On vient juste de me donner la lecture. Et je me suis dit, je crois que la boucle est bouclée, on va dire, quelque part. Et donc, pour moi, la stratégie aujourd'hui, c'est remettre des arbres partout, parce que je pense qu'il y en a besoin dans les champs, et en fait, pour m'aider. Et dans ce que j'ai fait au niveau du bas intrant, etc., je me dis qu'avec ça, en fait, ce n'est pas une contrainte qui va m'arriver, là. C'est quelque chose qui peut améliorer mon système positivement, mais avec la nature, sans faire un apport extérieur. Voilà. Aujourd'hui, sur mon captage d'eau, là, on a un problème nitrate. Bon, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Il y a juste que personne n'avait voulu regarder jusque-là. Et là, par contre, il va y avoir une animation, etc. Et j'ai commencé à en parler. Et je connais quelqu'un en fait qui est sur le captage qui est venu voir, Tony, il faut que tu m'aides, prendre contact avec les paysans, voir ce que tu peux faire. Je lui dis, ok, moi j'en parle, mais ça s'arrête là. Moi, je veux voir un peu ce qui se passe. Bon, je vois bien que les gens, en fait, beaucoup de gens sont au courant, mais veulent faire comme s'ils n'étaient pas au courant. Et moi, je leur dis, mais pourquoi on ne ferait pas ça une stratégie aussi de dire, on a une problématique, on ne va pas se voiler les faces, il n'y a que des terres agricoles sur ce secteur-là, on ne peut pas dire que ça vient de quelqu'un d'autre. Donc, du coup, j'ai dit, faisons quelque chose de bien. Disons que ce qu'on a fait, ça n'a pas donné de bons résultats. Sans faire, on peut faire un constat, on peut toujours le faire, mais sans impliquer quelqu'un ou mais de dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, et ensemble, c'est-à-dire les agriculteurs sur le terrain, pour arriver à montrer à tout le monde, mais à nous aussi, qu'on peut faire quelque chose de bien, et que l'environnement, il n'est pas forcément détruit, et qu'on peut faire autrement. Et ça, j'essaye d'infuser ça, c'est pas encore ça, mais je pense que ça peut faire son petit bonhomme de chemin et que dans la PAC, effectivement, il y a vraiment quelque chose à faire pour ça. Et l'autre système ne va pas. Enfin, à un moment donné, quand je ne mets pas d'intrants dans mes sols, que j'utilise des cultures, que j'ai des systèmes racinaires ou que j'occupe, on va dire, le terrain d'une certaine façon, je sers à produire une eau propre. Et ça, c'est quand même important. C'est l'eau que je bois en plus. Donc c'est vrai que c'est Pierre Rabhi qui a dit ça il n'y a pas longtemps. Quelqu'un disait, est venu le voir, il disait, je fais une étude sur l'eau. Alors il dit, vous faites une étude sur vous alors, ou sur l'homme. Voilà, on est composé d'eau, pourquoi on va détruire une ressource qui nous est vitale. Bon, ça, c'est plein de petites choses comme ça qui font qu'à un moment donné, on peut se poser des questions. Pour moi, en tout cas, aujourd'hui, le système, je vais dire conventionnel avec toutes ces formes, ou agroalimentaire, parce que ça pourrait être ça, a une idée, pour nous, pour les agriculteurs, a une idée d'être apporteur de matières premières pas chères. Bon, voilà, c'est tout, ça, c'est un projet. Mais moi, j'adhère plus à ce projet-là. Et donc, c'est ce que je dis à un moment donné à mes collègues. Je dis, mais si vous n'êtes pas content, vous avez le droit de dire non. Mais à un moment donné, si on fait des constats, on peut dire que la stratégie qui a été faite, elle n'est pas bonne. Donc, il va falloir la changer. Et puis après, je pense à l'avenir, je pense aux arbres et tout ça. Je me dis, bon,
Il y a le réchauffement climatique dont on entend parler. Il va se passer des choses. Peut-être qu'il y a des cultures qu'on ne pourra plus faire dans certaines régions en France, etc. Donc ce monde-là, de toute façon, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il est en mutation, il est en train de changer. Il changera avec les agriculteurs ou il changera sans les agriculteurs. Mais en tout cas, pour moi, on est voué à évoluer et cette évolution-là, pour moi, elle est super. Il y a des projets, je suis passionné de ce que je fais. J'adore remettre en cause les choses régulièrement pour voir si ça colle toujours avec mes envies, avec ce que j'avais. Mais après, j'allais dire à chacun de trouver sa voie. Il n'y a pas de règle sur ce qu'on doit faire ou comment on doit le faire. J'ai découvert que les semences, c'était la première chose qu'il fallait dans notre métier d'agriculteur. Je ne m'étais pas posé la question en fait encore. Et là, je me suis dit, à travers effectivement le réseau Semences Paysannes, à travers les variétés paysannes, je rencontrais des agriculteurs qui produisaient ces variétés paysannes dans les champs, qui les transformaient. Et les variétés il y avait différentes hauteurs, il y avait différentes couleurs et il y a différents goûts. Parce que ça, je pense que c'est la chose qui m'a le plus surpris, c'est-à-dire qu'en fonction du blé que l'on utilise, on va faire différents pains, on va faire des crêpes, on va faire des gâteaux et on va changer le goût de l'aliment qu'on préparait avec le même aliment, c'est-à-dire une farine finalement. Et tout le monde pense qu'une farine, c'est une farine, et en fait, non. Et un blé, c'est un blé, non. Le fait d'être rentré dans le réseau, j'avais été chez Jean-François Berthelot, pour ceux qui connaissent, la première fois pour une réunion du RSP. Il y avait une collection de quelqu'un qui arrêtait et qui mettait ça à disposition, donc du coup, j'ai tapé dedans. On est revenu avec les petits échantillons avec mon copain, on a fait une petite plateforme, alors que je n'ai pas remis en route cette année, j'ai pas eu le temps, enfin à l'automne, de 27 essais de variétés différentes pour voir un petit peu ce qui se passe. J'ai un mélange aujourd'hui que j'ai reproduit, donc qui est produit sur un petit hectare, avec du rouge de Bordeaux, parce que je l'aimais bien, bon, un classique on va dire, de la nonnette de Lausanne, et un mélange de 22 variétés que j'ai pu récupérer chez un collègue, parce qu'on a bien sympathisé, etc. Et je ferai une petite parenthèse sur ce mélange, parce que j'ai pu avoir 250 kilos à l'époque, ce qu'il ne faut pas faire. Je le dis à toi, la caméra. Parce que c'est important. Les semences paysannes, ce n'est pas des semences commerciales, ça se réapprend. Et je le dis parce que du coup, j'ai fait cette expérience-là. Donc maintenant, j'ai compris. En fait, je n'avais pas compris ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit, Tony, on repart avec des échantillons. Alors c'est vrai que souvent, ça sort de l'INRA, donc c'est des petits échantillons. Mais en fait, ce petit échantillon, il a son intérêt. Son intérêt, c'est qu'on reprend conscience de la graine, on va la semer à la main, on va la récolter à la main. Ça a son importance aussi pour comprendre des cycles. Et puis, on va l'adapter à son terroir. Une semence, ça s'adapte. Donc il faut plusieurs années. Pour moi, c'est 3 ans. Un minimum. Et dans 3 ans, on sait si ça va bien ou si ça ne va pas. Parce que ça peut partir très bien la première année et se dégrader. Et inversement. Et ça, il faut pouvoir l'observer. Et si on arrive avec 2 tonnes de semences et qu'on sème tout, et puis qu'à la fin, on se dit ben non, ça ne va pas du tout. Ah ben non, c'est de la semence de merde, ça ne va pas, etc. Donc il faut faire ses propres essais avec soi, avec comment on fait. Il faut adapter les doses. Là, moi, je sème là où, en ce moment à 90 kg sur ces variétés-là. Il y a eu des essais de fait, mais on m'avait dit entre 80 et 130 kg, je n'ai pas vu d'écart, donc du coup j'ai pris plutôt la moyenne basse pour faire les essais. Et donc aujourd'hui, mon objectif derrière, c'est de dire, ok, j'ai semé ça, pour l'instant je suis en reproduction. Alors effectivement cette année, bon voilà, on va dire un petit aléa, j'ai fait du semis direct dans une parcelle de 9 hectares, parce qu'en fait on était après la moisson de mon triticale rempli de plantes bio-indicatrices. Et du coup, je me suis dit, j'ai pas de repousse. Alors ça, c'est la première fois que je voyais ça. Un champ où il n'y a rien qui repousse après la moisson. J'ai pas d'échaumé. Et puis à l'automne, du coup, je me suis dit, bon, j'avais acheté un semoir de semis direct entre-temps pour me faire l'essai, un semoir d'occasion. Je me suis dit, bon, je vais semer. Hein. Donc j'ai semé du petit épaute, du grand épaute, mes 2 variétés, les 2 variétés de blé, mon mélange, etc. Et donc, il faut bien comprendre que ces variétés paysannes, en fait, il faut les redécouvrir. Il faut les prendre en compte, il faut les travailler pour bien comprendre ce qu'elles veulent dire, où elles veulent nous mener et ce qu'on peut faire avec. Et du coup, ça n'a rien à voir avec, on ne balance pas des semences comme ça en disant tu prends cette semence-là, tu la mets là, puis on va voir ce qui se passe, tu récoltes, tu vends, etc. Mais en fait, il n'y a pas de temps de perdu. Je veux dire, le temps, il ne se perd pas. Faut faire les choses quand il faut les faire. Si on les brusque, ça se passe mal. Là, j'ai eu sur les premiers essais, j'ai eu un peu de carine l'année dernière. Bon, je ne sais pas trop où elle est arrivée. C'est la première fois que j'en avais dans mes champs. Ça surprend toujours.
Puis surtout, je ne l'avais pas vu, parce que comme je ne m'y attendais pas, je n'avais pas été chercher, je n'avais pas été regarder. Bon, du coup, ça s'est géré, j'ai mis quelques petites choses en place. J'ai refait mes essais de ressemer aussi du blé carrier dans un champ carrier pour voir ce qui va se passer. Rendez-vous à la moisson. Bon, il y a 20 hectares là, par contre, j'ai pas trop, j'ai pas été trop loin. Je pense qu'il faut travailler en collectif, ça a été dit, c'est important. Moi, je me suis refermé sur moi-même, je le comprends aujourd'hui, je ne l'avais pas analysé comme ça, parce que comme je ne trouvais pas vraiment quelqu'un qui allait dans mes envies et ma dynamique, du coup ça me compliquait, c'est-à-dire qu'en fait quand je travaillais avec les autres, ou ça me freinait, ou je me disais bah non, moi je veux aller plus loin, et du coup je tambourinais un petit peu. Donc du coup j'ai échangé avec 2-3 collègues de loin, on n'a pas fait des choses on a discuté autour de la table. Je pense toujours, parce que l'agriculture de conservation, alors souvent je dis l'agriculture de conversation parce qu'il y a ça aussi qui est important. Et maintenant je me dis, voilà, je pense que la meilleure façon d'avancer, c'est de se mettre en collectif, de travailler et de décloisonner le fait que voilà, de la compétition et tout ça, il faut retirer ça parce qu'on est dans la compétition aujourd'hui, toujours. Tu as fait comme rendement, qu'est-ce que tu as mis, machin, la stratégie du meilleur. Et la stratégie du meilleur, pour moi, ça ne marche pas avec la nature. Il faut simplement qu'on se mette au bout de la table et de se dire, bon, moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça, voilà ce que j'obtiens. Est-ce que tu es content? Oui, non, tu n'es pas content. Bon, ben, ok, on va pouvoir revoir, peut-être d'améliorer les choses. Et avec ça, avec cette stratégie-là, du coup, on décloisonne les choses, c'est-à-dire qu'on retire ce qu'on a appris, non pas qu'on l'oublie, mais du coup, on se dit comment on va voir le monde, l'agriculture, les arbres, etc., avec les envies qu'on a, sans mettre les freins tout de suite. Les freins, on les met après. On crée le projet comme on l'a envie, et après, ok. Après, on aura des contraintes. On aura des contraintes de sol, des contraintes d'outils, des contraintes de tout ça. C'est comme acheter un semoir de semi-direct, de dire j'ai acheté un semoir de semi-direct, maintenant je vais semer en direct. Et je ne sais pas quoi, mais je vais semer en direct. Bon, là, moi, je sais ce que je veux faire aujourd'hui, je sais comment je veux semer, et j'ai trouvé a priori le semoir qui correspond à ce que je veux faire. Et du coup, il ne faut pas mettre voilà, non plus on va dire, et on fait avec ce qu'on a au départ, on fait avec les outils qu'on a, on n'est pas obligé de s'acheter, de tout révolutionner, parce que sinon ça ferait beaucoup. Je terminerai juste par la dernière conclusion que j'ai faite il n'y a pas très longtemps avec des collègues en leur disant si vous êtes conventionnel, vous vous intéressez à l'agriculture biologique, je peux vous faire 150 000 € d'économie en 2 minutes et puis vous faire aller dans un système qui va peut-être vous redonner goût, etc. Dernière notion, mais 43 litres hectares, c'est ma consommation de l'année dernière, que je trouve encore un peu élevée, mais je dois être parti de 80-90 litres. Donc ça commence et j'espère encore baisser. Parce que de carburant, oui, oh bah oui. Ouais, non, mais c'est très très bien. C'est quand on est. Voilà. C'est vrai que des fois, les paysans ou d'autres d'ailleurs, on fait ça, on est dans notre truc. En fait, on croit que tout le monde voilà, nous comprend quand on parle. Et voilà. Donc excusez-moi de carburant. Et ça fait quand même une belle économie. Voilà, tout simplement.